Ok, donc vous êtes déjà plutôt convaincu. Qui est convaincu que ça devrait être la seule revendication des Gilets jaunes? La question c'est la seule, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Hein. Ok, c'est beaucoup plus mitigé. Il n'y avait pas la même. La première en tout cas. La première. Et La première. Alors je vais poser la question comme ça. Qui est convaincu que ça devrait être la première? Ah. La base. Ok. Bon, bah, je peux m'en aller, en fait, vous êtes déjà tous convaincus. On peut y aller alors. Je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez d'où je parle, pourquoi j'ai pas un gilet jaune sur moi. Vous voulez intervenir? Allez-y. Attendez, il y a un micro qui arrive pour qu'on vous entende tous. Vous m'entendez comme ça? Ouais. J'ai dit ça aussi à Monteux la semaine dernière. Je revendique aussi la seule revendication qu'on puisse avoir. Oui, je connais. Qu'on puisse avoir, c'est le RIC, et vraiment d'avoir que celle-là, parce que si on obtient effectivement des référendums d'initiative citoyenne ou populaire, toutes les autres revendications que nous avons, nous les aurons par nous-mêmes. Exact. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous les aurons par nous-mêmes. Il faut vraiment comprendre ça ce soir. Il faut comprendre ça sur tous les gilets jaunes, sur toute la France, sur 60 millions d'habitants. S'il vous plaît, il faut faire quelque chose. Merci. On le fait. Merci de votre intervention. Merci beaucoup. Du coup, un petit mot pour me présenter. Je m'appelle Armel Lecause. Je suis le cofondateur d'un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte. Dans notre collectif Démocratie Ouverte, on est beaucoup à considérer que notre démocratie, aujourd'hui, comme le dit Étienne Chouard, comme le disent beaucoup d'autres, on peut se poser la question de si on est en démocratie. Et en fait, la réponse qu'on apporte à ça, c'est finalement la démocratie, c'est pas on ou off, c'est pas on est ou on n'est pas en démocratie, c'est un peu comme un idéal à atteindre. Parce que si on va sur le terme démocratie, je vais essayer de... Ouais, super. Ça a été dit, démos le peuple, kratos le pouvoir, ça veut dire le pouvoir au peuple. Pour que le peuple ait le pouvoir, c'est un concept qui est en même temps qu'on comprend tous très bien, et qu'en même temps, quand on doit rentrer dans le concret, c'est un peu abstrait. Est-ce qu'on doit tous demain voter sur toutes les lois, décider de tout le temps? Évidemment, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences. Moi, je me sens complètement incompétent à voter sur un grand nombre de lois. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va vers plus de démocratie? Alors, en fonction de là où on est aujourd'hui, je suis un pragmatique, et du coup, on a un système dans lequel on est, qui est un système représentatif, qui est très imparfait. Comment est-ce qu'on le fait pour le rendre plus démocratique, c'est-à-dire plus transparent, avec beaucoup plus de place donnée aux citoyens, avec beaucoup plus de logique collaborative pour construire les lois, pour mettre en œuvre des propositions, des réformes, etc. Et donc dans le collectif Démocratie Ouverte, on regroupe ce qu'on nous appelle des innovateurs démocratiques, c'est-à-dire des gens qui innovent sur cette question de la démocratie. Donc c'est pas uniquement de la démocratie participative au sens faire des consultations descendantes pour savoir si on doit planter des arbres à tel endroit ou repeindre la couleur des bancs de telle ou telle couleur. C'est vraiment de savoir comment est-ce que dans nos processus démocratiques on peut aller un cran plus loin. À la base, moi je suis designer de formation et assez vite je me suis aperçu qu'un designer, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit des choses, c'est-à-dire qu'il articule des outils, des méthodes différentes pour imaginer des nouvelles choses. Donc dans l'industrie, ça fait, quand on design une voiture, on conçoit une voiture avec tous les éléments pour essayer d'imaginer une nouvelle voiture. Je me suis aperçu qu'il y avait plein d'outils et de méthodes extrêmement inspirants et intéressants dans ce design pour concevoir non pas des objets, mais pour concevoir de la politique, pour concevoir des outils au service de la démocratie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la démocratie et que je me suis aperçu à quel point, dans nos institutions, il y avait plein de gens qui étaient en souffrance parce qu'ils s'engagent pour des questions d'intérêt général et puis finalement ils se retrouvent à pas réussir à faire un service public d'une qualité suffisante parce qu'il y a des questions de budgétaires qui compressent tout le monde, etc. Je me suis aperçu à quel point on apprend sur les bancs de l'école qu'on vit en démocratie alors qu'en fait il y a plein de choses qui dysfonctionnent dans ce modèle-là. Et du coup je me suis mis à utiliser ces outils de créativité, ces méthodes-là, pour essayer d'imaginer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour faire fonctionner notre démocratie.
Donc pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que ce parcours-là, ça m'a amené en 2014, lors des dernières élections municipales, à faire un tour de France pendant 6 mois, où je me suis invité à dormir chez les candidats aux municipales et chez les maires. Pourquoi je m'invitais à dormir chez eux? Parce que quand ils sont en campagne municipale, le seul temps qu'ils ont à consacrer, c'est au petit déjeuner quand ils se lèvent, ou c'est le soir après avoir fait les réunions publiques. Et j'avais envie de les questionner là-dessus, sur la démocratie. Donc je m'invitais à dormir chez eux et je discutais avec eux de comment est-ce que vous faites, vous, en tant qu'élus locaux, pour réussir à faire fonctionner cette démocratie. Et les élus locaux, pour une grande majorité, voire même des députés que j'ai pu rencontrer, etc., ils sont aussi un peu les victimes d'un système qui dysfonctionne. Donc je pense que le sujet n'est pas de dire les élus sont tous pourris. Oui, il y en a des pourris, mais les élus, pour beaucoup, quand on a 400 000 ou 500 000 élus en France, enfin 400 000 communes en France, il y en a beaucoup, c'est du bénévolat qu'ils font, et c'est finalement, ils sont victimes du même système dont on est victime nous aussi en tant que citoyens. Donc, s'en prendre aux élus en tant que tels, même à un échelon national, ça me semble relativement inefficace et inutile. Par contre, s'en prendre au système démocratique, c'est-à-dire à la manière dont dysfonctionne ce système pour essayer de l'améliorer, là on a des vraies solutions à trouver. Donc quand je vois des gilets jaunes qui s'intéressent à la question du référendum d'initiative citoyenne, qui s'intéressent à la question de la démocratie, je pense que là on est au bon endroit parce que c'est exactement ce que vous disiez, monsieur, c'est cette constitution, c'est ces règles du jeu qui font que demain, les revendications ultra nombreuses qu'on peut avoir, on va réussir à les mettre en œuvre. Ce Tour de France que j'ai fait en 2014, je l'ai fait en stop, et du coup, je me suis... la voiture, c'est génial pour discuter, on n'est pas forcément les yeux dans les yeux avec la personne, on est à côté, on est dans une bulle un peu protégée, et donc je parlais de politique avec les gens pour savoir ce qu'ils pensaient de la question de la démocratie. Pareil, donc je parlais et avec des élus locaux, et avec des citoyens. Et cette colère-là, qui s'exprime aujourd'hui de cette manière-là, elle était déjà existante en 2014 et je la vois que augmenter au fur et à mesure. Et donc, moi, ma grosse inquiétude, c'est que si on ne réussit pas, ici, nous, les Gilets jaunes, sur la question de la démocratie, à transformer les choses, que ça s'exprime comme dans d'autres pays, aux États-Unis, au Brésil, ou même dans l'histoire, dans des choses beaucoup plus violentes, ou dans des choses qui mettent encore plus à mal la démocratie que ce qu'elle est à mal aujourd'hui. Donc on a un gros enjeu, à mon avis, dans le temps dans lequel on est aujourd'hui, à réussir à faire pression pour continuer à transformer notre modèle politique. On a obtenu des choses, mais on n'a pas obtenu l'essentiel, et la mère de toutes les batailles, c'est la question de l'organisation de notre système et de la démocratie. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur moi, mes engagements. Le collectif Démocratie Ouverte, on n'est rattaché à aucun parti politique. Si je ne porte pas de gilet jaune aujourd'hui, c'est parce qu'on fait très attention à ne pas être coloré ni politiquement, ni en lien avec des mouvements citoyens particuliers, parce qu'on pense que les outils, c'est comme un marteau, ça peut servir autant à construire une maison qu'à tuer quelqu'un. Et donc, on fait très attention à ce que les outils qu'on propose restent le plus neutres possible et à les mettre entre les mains de personnes qui veulent transformer le système dans le bon sens, c'est-à-dire vers plus de transparence, vers plus de participation, vers plus de logique collaboration. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est différents outils. Alors je ne vais pas revenir sur la définition de la démocratie, je m'éloigne juste un peu. Voilà. Pour pouvoir se passer. Donc là, ça c'est notre 5e République, qui est bien vieille, hein, 1958. Alors elle a été un peu modifiée depuis, mais qui reste quand même très vieille. Et dans ce modèle représentatif, en effet, en tant que citoyen, le seul pouvoir qu'on a, c'est d'aller voter une fois tous les 5 ans, alors sur différentes élections, donc c'est un peu plus qu'une fois tous les 5 ans. Et c'est quand il y a un référendum qui est déclenché, mais qui est déclenché aujourd'hui, les seuls qui ont le pouvoir réellement de déclencher un référendum, c'est finalement le président de la République ou le gouvernement. Et donc, le dernier qui a été déclenché à l'échelle nationale, c'est en 2005. Et on a vu ce que ça a donné. Ça a donné une réponse, et finalement, quelques années après, complètement l'inverse qui a été fait. Donc comme ça, on pourrait croire que le référendum, finalement, n'est pas un bon outil, ou sinon, si c'est un outil qui, finalement, n'est pas efficace, puisque le système politique n'arrive pas à le faire fonctionner. Et d'ailleurs, depuis 2005, il n'y a plus rien qui se passe en termes de référendum, parce que le pouvoir politique en a trop peur, notamment qu'on ne réponde pas aux bonnes questions, notamment que ce qui peut être mis en référendum ne soit pas bien débattu. Et c'est vrai qu'il y a un vrai risque aussi, ça c'est quelque chose dont je vous reparlerai un peu par la suite, que les référendums
se passe mal. Donc assez vite, j'essaierai aussi de vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions, mais pour moi, il y a une vraie question autour de comment est-ce qu'une fois qu'on a déclenché un référendum, on s'assure qu'il y ait une bonne qualité de débat en amont pour tous se forger une opinion qui nous permette de voter quelque chose en âme et conscience sans avoir été manipulé. Donc ça, c'est notre système représentatif, je veux dire, descendant. Et à la question de comment est-ce qu'on met plus de démocratie directe dans ce système, comment est-ce qu'on fait évoluer le curseur vers plus de démocratie, voilà quelques outils, quelques réponses. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites dessus, donc je ne vais pas le redire. Ça, c'est un schéma que vous avez tous normalement sur votre chaise qui explique plutôt bien les choses. Il y a les différentes étapes qui sont dans ce schéma. Une pétition à un moment, on définit un seuil, une fois que ce seuil est atteint, on déclenche un référendum et on applique la décision. Donc comme ça paraît très simple. En fait, il y a quand même des subtilités et des questions qu'il faut se poser. Donc j'ai essayé de voir un peu les bénéfices et les risques d'un référendum, qu'il soit d'ailleurs d'initiative citoyenne ou qu'il soit d'initiative gouvernementale. Dans les bénéfices, évidemment, l'énorme bénéfice, c'est que potentiellement on peut avoir énormément de décisions directes sur tous les sujets qui arrivent, et donc toutes les revendications qu'on peut avoir peuvent passer par là. Dans les risques, je ne m'étends pas plus sur les bénéfices parce que je pense que vous êtes tous plutôt d'accord avec ça, avec les mains levées de tout à l'heure. Dans les risques, quand on prend le coût d'un référendum, un référendum, ça coûte le dernier en 2005, il a coûté 130 millions d'euros. C'est un coût qui est énorme. Et donc, il y a une vraie question, si jamais on se met à déclencher tout un tas de référendums, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir des référendums qui ne nous épuisent pas financièrement et qui nous permettent de quand même prendre des décisions et de voter sans que ça coûte une somme incroyable. Il y a des solutions là-dessus, mais c'est une des grosses questions, c'est celle-là. Une autre grosse question, c'est la question de l'instabilité. C'est-à-dire que, et je pense que c'est pour ça aussi que notre 5e République est dure, c'est qu'elle est construite de manière à être très stable et c'est très difficile à renverser. Si demain on peut renverser de manière assez simple des dirigeants, si on peut abroger des lois de manière assez simple, et si on peut faire apparaître des nouvelles lois aussi de manière assez simple, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait une forme de continuité? Tous ceux qui travaillent dans des entreprises ou qui ont des entreprises savent que si on a une loi qui change absolument en permanence et une règle du jeu qui change absolument en permanence, et ben on a des vrais risques parce que si on n'a pas de visibilité sur ce que ça va être le lendemain, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas investir, on peut pas. Donc il y a une vraie question autour de ça aussi sur le référendum. Là aussi, il y a plein de réponses à apporter et je vous en apporterai avec plaisir. Un autre risque qui est souvent apporté quand on parle de référendum, c'est le manque de cohérence. Typiquement, et ça va un peu avec celui du dessous, c'est des listes au Père Noël. Si jamais on dit un référendum pour baisser les impôts et puis un autre pour augmenter les services publics, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit bien en cohérence? Et puis, il y a aussi les risques de manipulation ou de récupération, c'est-à-dire la question de la politique et des élus. Il y a une vraie question sur l'indépendance, sur la place des lobbies, etc. Mais les médias, c'est pareil. Et aujourd'hui, ceux qui organisent le débat public dans la société française, c'est beaucoup les médias. Alors on voit que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante, mais même sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, etc., on voit que les questions de fake news, de fausses nouvelles, les questions de manipulation par des pays étrangers, elles existent aussi. Donc il y a une vraie question de comment est-ce qu'on réussit à faire débattre de manière intelligente les gens. Ce que je vous propose, c'est de ne pas vous apporter les réponses maintenant, de brosser quelques autres outils, et puis après on pourra discuter des réponses. Je pense que vous en avez plein aussi, et du coup, je serais curieux d'avoir les réponses que vous avez face à ces risques-là. Alors, d'autres outils dans cette galaxie d'outils. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup, c'est les assemblées citoyennes tirées au sort. Alors, ça a plein de noms différents. Ça peut être des jurys citoyens, ça peut s'appeler les conférences de consensus, ça peut s'appeler les mini-publics, les chercheurs, ça, les mini-publics. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de tirer au sort, parmi toute la population française, par exemple, des gens, donc ça peut être vous et moi, ça peut être, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, à qui on va demander de remettre un avis sur une question. Donc là, par exemple, prenons la question de la Constitution, on tire au sort des gens, ça peut être 100 personnes, ça peut être 1000 personnes. On va dire que pour être représentatif, les instituts de sondage, ils placent la barre à 1080 quelque chose personnes, et là on a un panel représentatif de la population.
En dessous, on peut essayer de corréler pour être sûr qu'on a des gens qui sont dans le rural, d'autres dans l'urbain, des gens qui sont riches, d'autres qui sont pauvres, et donc avoir quand même une représentation à peu près significative. Et ce public-là, comment est-ce qu'il fait? En fait, il arrive, moi si jamais je vous pose la question demain, vous madame, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans la Constitution, est-ce que vous savez me répondre? Peut-être que oui, sur certaines choses, mais pas sur tout. En tout cas, moi, si on me pose la question demain, même si je travaille sur le sujet depuis longtemps, je ne saurais pas quoi vous répondre tout seul. Et donc, ce jury citoyen tiré au sort, à un moment, on va le mettre dans un processus où il s'informe, où il est formé, où il y a des animateurs qui lui permettent de débattre et où il peut auditionner qui il veut. Donc, si jamais la question c'est la Constitution, bah tiens, j'ai envie d'auditionner Étienne Chouard, et on fait venir Étienne Chouard, et puis on lui pose toutes les questions qu'on veut. Je veux questionner un constitutionnaliste, ou un historien, ou un expert, ou les responsables de partis politiques, et au fur et à mesure, on devient de plus en plus expert du sujet, alors qu'à la base, on était juste des citoyens qui n'en étaient pas du tout experts, et ça nous permet, à la fin, avec un petit groupe, parce qu'on est en train de débattre à 60 millions, mais à une centaine de personnes, ou peut-être à un millier de personnes avec des mini-ateliers, donc ça reste gérable. On finit par réussir à produire un avis en délibérant et en débattant, qui souvent est très construit, très bien construit. Je vais vous donner un exemple, ça c'est quelque chose qui a été fait en Islande, justement sur la question de la Constitution. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont construit quelque chose, si vous lisez ce projet de Constitution, il est vraiment super bien construit, sauf que derrière, dans la Constitution existante, en Islande, il y avait, pour avoir un changement de Constitution, il faut qu'il y ait un référendum et le Parlement qui se prononce. Le référendum a eu lieu, il y a eu une grande majorité pour oui, on veut cette Constitution. Et le Parlement, lui, s'est senti remis en cause, il a dit, ah non, en fait, on ne veut pas de cette Constitution. Donc le processus s'est arrêté. Mais si on regarde tout le début du processus, il est extrêmement intéressant, et d'ailleurs c'est pas fini, après ils sont en train de se battre, ceux qui ont construit ça, pour essayer de le mettre en place. C'est aussi quelque chose qui a été pratiqué en Irlande, un peu d'une autre manière, mais pareil sur des questions constitutionnelles, et qui a déclenché derrière des référendums, il me semble, sur l'avortement et sur la question du mariage homosexuel. Donc pareil, avec d'abord un premier public qui a permis de faire des débats, et si ces débats sont médiatisés, derrière, en fait, toute la société débat en même temps que le jury citoyen qui est en train de débattre. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. Je ne vous en dis pas plus, si vous avez des questions dessus, on pourrait y revenir. Un autre outil, moi, que je trouve assez intéressant, c'est la question alors j'appelle ça les caravanes citoyennes. Dans notre association Démocratie Ouverte, on a un laboratoire où on teste des outils et des méthodes. On a testé quelque chose dans la région Centre-Val de Loire, où on est parti, en fait, on s'est aperçu que la démocratie participative, souvent c'était comme ça, des salles ou dans le sous-sol d'une mairie, enfin, des choses où les gens ne viennent pas, ou sinon on a toujours les mêmes, on les appelle les TLM, qui viennent participer à des instances participatives. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter ces trucs-là? Et bien en fait, la meilleure solution, selon moi, c'est d'aller voir les gens là où ils sont. Et les gens, ils sont où? Ils sont dans leur entreprise quand ils travaillent, ils sont dans la rue et sur les places publiques, ils sont au café, ils sont chez eux, ils sont sur Facebook quand on parle d'Internet ou sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, aller voir les gens là où ils sont, ça veut dire que plutôt que les instances de démocratie disent « venez participer, venez donner votre avis là où nous on a construit quelque chose », c'est le fait d'aller se mettre d'accord avec une entreprise en disant « est-ce que vous êtes OK pour que pendant une heure, on a la moitié de l'équipe qui vient discuter avec nous de tel sujet qu'on est en train de débattre ». Ça veut dire, au lieu de dire aux gens de venir dans la réunion publique, et on va frapper à leur porte, pas pour leur vendre un programme en disant c'est pour nous, mais pour construire avec eux des solutions ou imaginer avec eux et leur soumettre un projet de réforme ou de transformation. Donc ça, il y a des vrais sujets aussi pour aller chercher une diversité d'avis et de propositions, c'est d'aller dans les territoires et d'aller là où sont les gens. Et puis un autre, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les faire, mais j'en fais un dernier, c'est les plateformes numériques citoyennes. Je pense que vous avez, on va faire un petit sondage, qui, en lien avec la question des Gilets jaunes, utilise Facebook pour s'informer ou pour publier des choses. Okay. Une grande majorité. Aujourd'hui, Facebook, c'est super intéressant pour échanger de l'info, pour organiser des événements, pour savoir ce qui se passe. Par contre, à partir du moment où il s'agit de voter, même si je sais qu'il y a les outils qui permettent de voter, mais où il s'agit de prendre des décisions un peu construites,
moi j'appelle ça de l'intelligence collective, de faire en sorte qu'on prenne des décisions plus intelligentes avec des débats qui sont construits, etc. C'est pas la meilleure plateforme. Vous avez sûrement remarqué que sur Facebook, souvent, il y a de l'invective, ça fight bien, c'est-à-dire que l'algorithme de Facebook lui-même, il va plutôt vous montrer les trucs qui sont violents et qui vont faire du clic, en gros, parce que Facebook, il a tout intérêt pour que les pubs marchent bien sur Facebook. Il a tout intérêt à ce que vous restiez longtemps, et on sait que ce qui fait rester, c'est le sensationnel, et c'est des choses qui sont, entre guillemets, extrêmes. Il y a ça, et plus l'algorithme, plus vous cliquez sur des choses, sur des pages que vous aimez, plus il vous connaît, et plus il va vous proposer des contenus que, a priori, vous allez aimer. Ce qu'on appelle les bulles de filtre, c'est-à-dire que vous et votre voisin, vous ne verrez pas la même chose sur Facebook parce que vous n'aurez pas liké les mêmes choses, et donc on a l'impression très vite que tout le monde est d'accord avec nous. Et sauf que quand on rencontre quelqu'un qui a une bulle complètement différente parce qu'il a l'impression que tout le monde est d'accord avec lui, c'est pas du tout quelque chose qui favorise un débat constructif et qui favorise le fait de se mettre d'accord. Et ça, c'est dû aux algorithmes de Facebook et à la manière dont Facebook fonctionne. Donc il y a d'autres plateformes qui sont construites différemment, où il y a beaucoup moins de gens, parce que Facebook, l'avantage c'est que tout le monde est Yale ou presque, mais qui permettent de mettre en place des formes d'intelligence collective. Les Gilets jaunes de la Réunion, par exemple, ont utilisé, alors nous on appelle ça les civic tech, c'est-à-dire les technologies numériques qui permettent de faire de la citoyenneté ou qui permettent d'avoir quelque chose de plus civique. Donc c'est un peu un nom de code de geek, mais ces civic tech, elles nous permettent potentiellement d'avoir des débats beaucoup plus construits. Je vous invite à aller voir donc, les Gilets jaunes de la Réunion, et potentiellement il y a d'autres plateformes comme ça qui sont en train de se mettre en place pour permettre de débattre de manière plus intelligente. Et là où ça devient intéressant, alors ça c'était une vidéo que je voulais vous montrer, mais on a déjà vu pas mal de vidéos, là où ça devient intéressant, c'est une fois qu'on commence à combiner ces outils-là. Imaginons un référendum d'initiative citoyenne, où en amont du référendum d'initiative citoyenne, on a un jury citoyen, une assemblée citoyenne qui a été tirée au sort, qui permet de débattre, qui est médiatisé, et qui peut être nourri par des caravanes dans les territoires et par des civic tech, du numérique, qui vient en gros apporter plein de matière à ce jury citoyen. Et ce jury citoyen, ça serait lui qui dirait, ben voilà la question bien construite et exacte qu'on met sous forme de référendum, après avoir été saisi par les citoyens via cette logique de pétition. C'est un exemple, mais imaginons de combiner tous ces outils et toutes ces méthodes pour construire un dispositif démocratique intelligent. Je pense que là, on en a la capacité technique, on en a la capacité intellectuelle, et on peut imaginer des choses qui, en termes de pousser le curseur de la démocratie vers une démocratie de plus en plus ouverte, de plus en plus directe, on commence à avoir des vraies solutions intéressantes. Je m'arrête là. On a énormément parlé, et maintenant l'idée c'est qu'on puisse débattre, prendre des questions. Si jamais je peux m'effacer et que vous voulez parler entre vous, vous êtes bienvenus.